Bonjour à tous. Merci à vous d'être aussi nombreux, c'est un peu inattendu. Et on espère que vous passerez un bon moment avec nous. Commençons. Alors tout d'abord, merci aux sponsors. L'exercice est un peu habituel, mais c'est aussi grâce au support de toutes ces sociétés que des événements tels qu'Agile en scène peuvent avoir lieu. Donc vraiment, merci à eux. On a mis le slide pour poser les questions, notamment pour que les personnes qui sont à distance puissent commencer à se connecter, sachant on traitera les questions à la fin de la session. Et on va commencer tout simplement par se présenter. Je commence. Donc, je m'appelle Anne Gabriag, je suis coach agile depuis maintenant quelques années, avec un parcours assez complet dans l'agilité. Et j'ai la chance de travailler en fait depuis décembre 2021 pour la RATP et depuis mars 2022 déjà, sur le programme de transformation agile du groupe RATP avec ma comparse. Bonjour, je m'appelle Florence Lyon. Effectivement, je fais partie du groupe RATP depuis mars 2022 et j'ai eu la chance finalement de rejoindre ce groupe pour concevoir et animer la transformation agile du groupe RATP. C'est pas ma seule casquette au sein du groupe, je suis également responsable de ce qu'on appelle la Core Team, donc c'est une équipe transverse au sein de la DSI qui est en charge de tout un tas de pratiques autour du produit, de l'architecture, de la cyber, etc. Et donc j'ai le plaisir d'être entourée de coachs agiles dont Anne Gabriac fait partie. Alors, on va démarrer évidemment par quelque chose d'assez habituel. Connaissez-vous la RATP ? Bon, normalement, ce matin, vous deviez être peut-être un petit peu énervé si vous avez pris la ligne 6 pour venir ici. Bon, on avait quand même prévu une petite question, des fois que quand vous passez à RATP, vous pensez plutôt choix numéro 1, donc des beaux viaducs, des belles infrastructures, etc. Ou vous pensez plutôt choix numéro 2, parfois peut-être des matériels un petit peu anciens, qui ont bien vécu, une vieille dame qu'il ne faudrait pas trop bousculer. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 ? Levez la main pour le choix numéro 1, on va essayer de se valoriser. Merci, c'est gentil les collègues. Effectivement, la réalité c'est un petit peu les deux, on ne va pas se mentir. En tout cas, ce qu'on veut surtout passer comme message, c'est que alors pour ceux qui sont dans la salle, les Parisiens, les Franciliens, la RATP, vous la connaissez parce que vous êtes certainement des utilisateurs réguliers finalement des services de la RATP. Oui. La RATP, ça ne sert pas que le réseau de transport parisien. C'est surtout un opérateur mondial, un leader mondial de la mobilité urbaine et durable, et qui est présent dans plus de 15 pays, dans quasiment 800 territoires, qui a plus de 70 ans d'existence. Donc effectivement, c'est un groupe très complet, où il y a une variété de métiers assez incroyable. Donc c'est rare de pouvoir travailler dans un groupe qui offre finalement une telle richesse et autant d'opportunités. On opère 9 modes de transport. Donc le petit 9e qui s'est ajouté, ce sont les voitures autonomes, les véhicules autonomes. On fait aussi du sightseeing. On ne fait pas que du métro et du bus. C'est aussi ça le mythe qu'on veut casser. Donc la RATP, c'est vraiment un groupe très complet et qui continue aujourd'hui de se développer. Et donc le 3e opérateur finalement de transport urbain au monde. On a plein d'expertise finalement et de compétences au sein du groupe RATP avec pas mal de filiales qui nous permettent de nous spécialiser et vraiment de développer tous nos savoir-faire dans l'idée vraiment d'accompagner tous les territoires dans lesquels on s'implante pour favoriser des mobilités durables et quelque part aussi qui nous sont très utiles dans le contexte actuel avec toutes nos préoccupations sur l'empreinte carbone, etc. Notre raison d'être, c'est toujours d'agir pour une meilleure qualité de ville et c'est ça qui compte pour nous aujourd'hui à la RATP, à Paris comme partout ailleurs. Donc ça, c'était pour la brève intro de la RATP. Et pardon, du coup, pour la ligne 6 ce matin. Alors, si mon métro marche à nouveau, c'est top. Qui a déjà entendu parler d'OKR, qui pratique les OKR dans la salle ? Alors, en théorie, il devrait y avoir de plus en plus de monde. Voilà, merci. Bon, pour les personnes qui ne sont pas forcément très familières avec cette approche, on a choisi de présenter de façon ultra minimale le sujet, le concept. Donc OKR, c'est une approche qui n'est pas récente, qui date des années 70. Je ne vais pas vous refaire l'historique. Le message important à retenir, c'est qu'en fait, c'est un acronyme. Que le O renvoie à la notion d'objectif. Personnellement, je préfère parler d'ambition en français, parce que le terme objectif est assez connoté. Et typiquement, ça n'a rien à voir avec le management par objectif traditionnel.
Et KR, ça renvoie à la notion de résultats clés. Les résultats clés, ce sont des indicateurs auxquels on associe une valeur cible. Et ce sont ces indicateurs en fait, qui décrivent factuellement les conditions qui vous permettent de dire que votre ambition est atteinte, que votre objectif est réussi. Et ce sont aussi ces indicateurs-là qui vont vous permettre en fait, de mesurer votre progrès. Donc l'idée, c'est construire une ambition ensemble, en gros un challenge, mettre en place des indicateurs qui vont permettre à la fois de clarifier, de factualiser les choses et de mesurer le progrès. Alors, une fois qu'on a passé le jargon un peu des agilistes, j'essaie de traduire ça en petites illustrations concrètes. Comment est-ce que nous, finalement, on a voulu s'approprier cette notion d'OKR ? Le premier point, effectivement, c'est se doter d'une vision et partager cette vision pour donner du sens à ce qu'on fait. Ça, c'est un point qui est important. Vous aurez reconnu la référence pour les plus anciens. Le deuxième point, c'est engager notre collectif. Finalement, les OKR, c'est une méthode très participative qui permet d'engager finalement un grand nombre de collaborateurs. Et ce qu'on cherche par ce biais-là, c'est vraiment démultiplier quelque part toutes nos initiatives et nos moyens d'action, puisque effectivement, tout seul, on va plus vite, c'est ça, et ensemble, on va plus loin. Et donc, c'est aussi ce qu'on s'applique avec les OKR. Et attention pour la dernière référence. Progresser un pas après l'autre. Oui, parce que l'OKR, on est vraiment dans une démarche itérative incrémentale. On va tâcher finalement de mesurer régulièrement ses progrès et de constater comment est-ce qu'on avance et si besoin d'ajuster la trajectoire. Donc c'est vraiment une démarche qui est très empirique, très pragmatique et qui du coup nous semblait adaptée pour tout simplement soutenir la transformation agile du groupe RATP. Après, une transformation agile, surtout dans un groupe comme la RATP, qui est un grand groupe, comme je vous l'ai rappelé, en fait, des chantiers, il y en a, beaucoup trop. Et donc, quelque part, on s'est assez vite posé la question avec l'équipe des coachs de quels sont les combats que l'on a envie de mener, quels sont les combats que l'on choisit de mener, qui vont nous permettre justement d'avoir le plus d'impact dans cette transformation agile du groupe RATP. Et ça, c'était pas évident. Alors, je reprends mes petites questions. Que faisiez-vous le 3 mars 2022 ? Donc, à part peut-être un ou deux hypermnésiques dans la salle, vraiment, il n'y a pas grand monde qui sait répondre à cette question. Alors, je vous ai mis quelques repères, néanmoins. Donc, Emmanuel Macron a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. On connaît la fin de l'histoire. Malheureusement, un incendie éclate dans la centrale ukrainienne de Zaporijjia. Là aussi, malheureusement, on connaît la suite de l'histoire. La fin du masque et du pass vaccinal, ça y est, on était enfin libérés de cette contrainte-là. Et puis les États-Unis annoncent enfin la réouverture de leur ambassade à Cuba après des dizaines d'années finalement de guerre froide entre les deux. Pour ma part, moi j'arrivais à Gare de Lyon, maison de la RATP, toute fière finalement de cette nouvelle opportunité qu'on m'offrait dans ma carrière. Et donc je mettais finalement les pieds dans une entreprise très ancienne, avec une histoire très riche, une culture d'entreprise extrêmement forte, et très bien ancré finalement dans l'esprit de chacun de ses collaborateurs. Quand on arrive dans un groupe comme la RATP, qu'on ne connaît pas plus que ça, si ce n'est en tant qu'usager, comme tout le monde, il y a forcément une étape qui est nécessaire pour démarrer, de dire mais où est-ce que finalement je mets les pieds ? J'ai passé des entretiens d'embauche, tout s'est très bien passé, rassurez-vous. Mais néanmoins, c'est quoi l'agile à la RATP ? C'est quoi la maturité agile ? De manière assez étonnante, la RATP avait jusqu'ici été épargnée par finalement tous ces grands mouvements de déploiement de SAFe avec une armée de consultants qui arrivent par centaines et qui vont former, du coup, faire du SPC à tout va, etc. La RATP n'a pas connu ce mouvement-là. Et donc c'était un territoire finalement où l'agilité avait assez peu finalement émergé. Il y avait eu plein de petites initiatives, mais en gros, tant qu'elles passaient sous les radars, ça se passait bien. Il ne fallait surtout pas, du coup, par contre, sortir trop le périscope. Sinon, effectivement, là, le process vous rattrape. Donc, pour ceux qui ont suivi Julia de Funès avant, la RATP est une boîte qui aime beaucoup les process. Donc, ça, on aime bien. On n'appelle pas ça des process, on appelle ça des IG, des instructions générales. C'est pour vous dire un peu le truc, quoi. Mais malgré tout, quand même, un groupe où il y a énormément de potentiel et il y a plein de belles choses à faire. Donc, quelque part, la première étape, quand je suis arrivée à la RATP, ça a été comprendre où est-ce que je mettais les pieds.
C'est un peu finalement comme quand on adopte, enfin quand on veut lancer un produit, il y a toujours une étape de discovery pour comprendre où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Moi j'ai fait mon petit discovery de la transformation agile. J'ai fait plein d'interviews, j'ai fait plein d'immersions, j'ai rencontré plein de personnes pour comprendre finalement où est-ce qu'on en était, quelle était finalement l'ambition qu'on pouvait avoir. Et assez vite, finalement, du coup, s'est posé la question, effectivement, de quel combat, de quels sont les chantiers qu'il est important de cranter, puisqu'on voyait bien qu'on avait beaucoup, finalement, de sujets à aborder. Donc, en 4 mois, on a pu explorer. Déjà, j'ai commencé à former une équipe de coachs autour de moi, puis ensemble, on a exploré finalement ces territoires et commencé à identifier ce qu'on voulait faire. On n'a pas dérogé finalement à cette approche produit, on s'est dit, OK, il nous faut une vision, parce que la transformation agile, c'est bien, mais ce n'est qu'un moyen. L'agile, c'est une merveilleuse boîte à outils. Dedans, on trouve de tout. Mais en tout cas, ce n'est pas une fin en soi. J'ai beau être convaincue finalement par toutes les valeurs et tous les principes de l'agilité, ça reste juste un moyen de faire quelque chose. Et ce quelque chose, j'ai demandé à mes sponsors de m'aider justement à le formaliser. Donc on a pris le temps avec nos sponsors et quelques autres alliés d'essayer de se rédiger un manifeste. C'est quoi finalement le manifeste de la Transfo? Qu'est-ce qu'on souhaite obtenir avec cette transformation agile et en quoi est-ce qu'elle soutient plus globalement la transformation du groupe RATP? Et en tâchant bien sûr, encore une fois, de toujours être bien axé sur la stratégie du groupe, la politique du groupe, et aussi en restant tout aussi pragmatique, donc en étant bien ancré sur le terrain et en reliant ça finalement à tous les irritants, toutes les choses qu'ont pu nous dire les personnes qu'on avait pu rencontrer dans la phase d'immersion précédente. Donc ce manifeste, on l'a écrit il y a un peu plus d'1 an maintenant, et il nous a donné quelque part une boussole vers laquelle du coup on pouvait avancer en tant qu'équipe de transfo. Et par la suite, petite mise en abîme effectivement, on s'est dit qu'on allait rythmer finalement cette transformation agile et l'animer comme un produit. Donc, on s'est appliqué à nous-mêmes, tout simplement, les principes qu'on essaie de partager, pas d'inculquer, mais en tout cas de faire en sorte que ça soit adopté par les équipes sur le terrain. Et le premier principe, le non des moindres, c'est la priorisation. Comme Florence l'a dit, les sujets sont innombrables et on croule littéralement sous les demandes d'accompagnement. Et ça s'est fait extrêmement rapidement. Dès qu'on a commencé à être connu au sein de la RATP, on a suscité énormément de curiosité et les gens sont venus nous demander des tas de choses, de la formation, d'animer des ateliers, de leur expliquer l'agilité, les aider à sécuriser leurs projets. On a vraiment été extrêmement sollicités. Sauf que nous sommes une petite équipe. Donc nous n'avons absolument pas les moyens de tout traiter. Et même au-delà de ça, ce n'est pas une bonne idée que d'essayer de faire plaisir à tout le monde. On est là pour aider les équipes, oui, mais notre mission principale, c'est la transformation du groupe RATP. Et c'est là où on est attendu. Donc en fait, on a commencé par recenser, prioriser les sujets. On parlait de process. On a essayé de mettre en place un process de gestion de la demande, étonnamment. On fait essayer de prioriser les sujets par rapport à l'impact attendu, par rapport au fait que nos actions concrètes sur le terrain fassent avancer la transformation de la RATP. Et parfois, ça veut dire dire non à des sujets, y compris des sujets qui sont importants. On n'a pas forcément fait plaisir à tout le monde, mais ce n'était pas le but. On a aussi essayé de travailler dans l'approche la plus collaborative possible. Typiquement, au niveau des coachs, donc Florence est notre responsable, mais toutes ces discussions, toutes ces décisions, on les prend ensemble. Et on essaie de les factualiser au maximum pour créer vraiment et entretenir cet alignement. Autre point classique de l'agilité, c'est la prise en compte des feedbacks. Donc on a essayé d'aller chercher du feedback systématiquement, alors du qualitatif, les retours faits par les équipes qui nous accompagnent, mais surtout du quantitatif, des chiffres, des faits, des choses qu'on peut analyser. Et surtout pas tomber dans le piège de l'ego où, en sélectionnant les accompagnements les plus faciles, on allait obtenir plein de merci. Ça, c'est sympa pour notre ego, c'est sympa pour notre notoriété interne, mais parfois, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. On n'est pas là pour briller, on est là potentiellement pour mettre les mains dans le cambouis et aider à cranter des choses. Et le 4e point auquel on est vraiment extrêmement attaché, c'est d'essayer vraiment d'inciter les équipes que nous accompagnons à faire la démonstration probante des progrès, des évolutions, des impacts qu'on a eus.
qui est mieux placé pour parler de l'accompagnement par des coachs que l'équipe accompagnée? Là encore, on a voulu vraiment éliminer toutes les problématiques d'ego au niveau des coachs. C'est pas nous qui expliquons tous les trucs merveilleux qu'on fait au quotidien avec les équipes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a même systématisé le fait dans le cadre de nos accompagnements, et c'est inscrit dans les contrats de coaching. On a systématisé le fait que les équipes accompagnées nous fassent des feedbacks et, autant que possible, soient OK pour faire des REX auprès de ce qu'on appelle le grand public interne. C'est s'appuyer sur l'impact qu'on a eu pour démontrer tout simplement qu'on a de l'impact et que les choses bougent. Nous avons aussi décidé de fonctionner par saison. En gros, en mode itératif, incrémental, à nouveau un principe agile de base. Alors, je ne vais pas forcément vous lire tous les détails, c'est vraiment pas le but, et vous inquiétez pas, les slides seront partagés. Et on s'est ancré vraiment très très concrètement dans ce manifeste. Donc, comme l'a dit Florence, coécrit par nos sponsors, et qui a pour but en fait de partager la vision de ce que deviendra la RATP à l'issue de cette première phase de transformation. Les choses qui sont remontées, c'est qu'on a vraiment un travail de fond sur la notion de responsabilité. Dans la culture de la RATP, il y a une habitude, alors je vais être peut-être un peu cassante, mais de se reposer extrêmement lourdement sur des prestataires externes. Or, l'agilité, ça passe par une montée en responsabilité des équipes. On ne peut pas demander de l'autonomie et de l'auto-organisation en ne prenant pas la responsabilité de ses actes. Donc on a ce travail, il est toujours en cours. Ouais, pour compléter, un verbatim qui nous a un petit peu interpellé, c'est « je paye un prestataire pour ne pas être responsable ». Ça, on s'est dit « ok, ça doit faire partie quelque part des combats qu'on a envie de mener, de changer cet état d'esprit-là ». Je confirme. L'idée aussi, et Florence l'a dit encore une fois, on est dans une organisation qui fonctionne par processus. Et ça s'explique. C'est une organisation industrielle dont la culture est très lourdement marquée par en fait, une culture liée au génie civil. Un projet à la RATP, ce n'est pas un projet IT. C'est par exemple le Grand Paris, une extension de ligne. Autant vous dire qu'un projet de développement informatique à côté, c'est tout petit. On a aussi une culture très très forte liée à la sécurité ferroviaire. Il y a de la vie humaine qui est en jeu. Il y a des niveaux de responsabilité, y compris au niveau légal, qui sont importantes. Donc, de facto, c'est une culture lourdement processée. Et tout simplement, pour aider cette organisation à changer quelque part, à se transformer, on a décidé d'utiliser ses propres codes, les choses qui sont faciles. Donc, pour aider les gens à travailler autrement, on met en place des cadres d'organisation qu'ils peuvent appliquer. On les guide, on leur fournit en fait des process qu'ils peuvent s'approprier et adapter à leur cadre. Avant-dernier point, pardon. L'idée, c'était aussi même au niveau de l'équipe de transformation, d'essayer de trouver quelque chose qui va nous emmener nous-mêmes à expérimenter des choses. À savoir qu'une transformation, on a rarement la clé. Si vous avez le livre « Réussir cette transformation en 10 étapes » et que ça marche, n'hésitez pas à me partager la référence. Concrètement, c'est toujours une aventure humaine. Il y a toujours une page, il y a vraiment un sujet très, très spécifique à chaque transformation. Vous pouvez avoir des principes, une boîte à outils, mais ce qui se passe concrètement sur le terrain, c'est spécifique. Donc, pour réussir à expérimenter correctement les choses dont nous avons besoin, nous avons aussi choisi de s'appuyer très lourdement sur tous les principes de pilotage par la valeur. Là encore, s'appliquer à nous-mêmes ce que nous prenons auprès des autres. Et le dernier point, non des moindres, c'est de très rapidement en fait, se rapprocher des RH pour lancer un travail en profondeur, ou en tout cas, je dirais, rejoindre d'autres initiatives qui tournaient autour du management pour vraiment pousser, déployer les notions de management agile. Là encore, c'est aussi très lié à la culture de la RATP, où le rôle du manager est extrêmement important. Ne l'oubliez pas, on parle d'un groupe industriel où l'immense majorité des collaborateurs ne travaillent pas dans des bureaux. La RATP n'est pas une banque. Vraiment pas. Et ce rôle du management, l'importance du manager dans le quotidien des équipes, il est vraiment prégnant.
Du coup, on ne peut pas ne pas embarquer cette population. Et de façon un peu à mutualiser les efforts, on s'est associé à d'autres programmes de transformation, notamment au niveau de la posture des managers, donc le programme clé, qui est effectivement mentionné dans les slides, de façon à ne pas multiplier les initiatives de transformation et passer des messages qui sont cohérents et avoir un dispositif qui est impactant et qui fait sens pour les gens du quotidien sans les bombarder de messages discordants. On a aussi cette logique en fait d'efficacité. Là, on fait focus sur les managers, mais c'est vrai à tous les niveaux de l'organisation. Ne pas oublier que les activités de transformation, ça vient en plus du quotidien des équipes. Alors, on a eu pas mal de discussions. À l'époque, ce que nous avions identifié comme priorité, c'est déjà de poser, de retravailler en profondeur toutes les démarches de cadrage et de pousser au niveau de ces démarches la collaboration et la co-responsabilité. Donc sortir le plus possible d'un rapport client-fournisseur à l'ancienne, d'augmenter ce niveau en fait de co-responsabilité et d'avoir quelque chose qui est plus fluide et du coup beaucoup plus concentré sur l'impact, sur la valeur produite et sur le fait de sécuriser les choses. Au niveau de la gestion de la demande, l'idée, alors on vous l'a partagé, la RATP, on est très très fan de process. Mais le but, c'est de trouver le bon degré de process qui permet à la fois de structurer et de rassurer, mais qui laisse aussi les marges de liberté et d'adaptabilité pour que les équipes qui font les choses soient en capacité de poser la meilleure façon de faire, tout en respectant un cadre. Et c'est un équilibre qui est à trouver. Et on le cherche, on fait par expérimentation. On est encore en train de faire des réglages, très honnêtement. Au niveau du modèle de transformation, alors la chance qu'on a, c'est que quand on est arrivé, comme l'a dit Florence, il y avait déjà des initiatives agiles et qui avaient prouvé leur valeur. Je pense notamment à l'usine digitale de la RATP, où typiquement on a eu un beau Rex qui a été partagé avec le public d'Agile en Scène l'an dernier. L'usine digitale, c'est quelque chose qui avait été créé à côté de la DSI, qui est Agile by Design, et qui a prouvé que l'agilité à la RATP, ça a marché, avec des beaux résultats concrets et des métiers qui sont vraiment convaincus par l'approche. Donc une des questions, c'est comment est-ce qu'on généralise ces principes à l'ensemble de la RATP ? Alors chose qu'on n'a pas forcément dit au début, mais c'est que l'objectif du programme de transformation, ce n'est pas une transformation IT, c'est une transformation globale. Ce qui veut dire que les métiers non-IT, les projets non-IT, sont aussi dans le périmètre des accompagnements qu'on peut faire. Donc c'est assez particulier. En tout cas, on insiste dessus. Au niveau des modèles de transformation, on a aussi un gros travail sur les problématiques de contractualisation agile. Alors on en reparlera demain, mais la RATP, on s'inscrit dans le respect du Code des marchés publics. On a tous les cadres de sécurité ferroviaire, une culture, comme on vous l'a dit, qui aime le process, une culture d'ingénieur, une culture d'excellence technique et une très forte appétence pour le forfait. Donc quand on arrive en disant « Wouhou, tout le monde va faire du Scrum », autant vous dire que ça ne marche pas. Donc on ne fait pas, on n'a même pas essayé. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur tous les aspects, comme on le disait, pour avoir à la fois un cadre, mais un cadre qui permet de fonctionner de la façon la plus agile possible. Et le dernier point, c'est, on revient encore dessus, c'est le management. Le rôle du manager est clé. Comment est-ce qu'on peut faire pour engager les managers, pour qu'eux-mêmes soient des relais en fait locaux et dans le quotidien des équipes, des messages et des pratiques issues de la transformation. En gros, on parle d'agilité à tous les niveaux. Donc réussir aussi, du coup, à les embarquer en leur proposant un modèle et un rôle dans lequel ils se reconnaissent, vers lequel ils ont envie d'évoluer. Là encore, on ne peut pas opérer de transformation sans embarquer correctement les équipes à tous les niveaux de l'organisation. Alors ça faisait pas mal d'objectifs. On vous a parlé de saisons, donc on comptait sur des saisons de 6 mois. Donc tout ce qu'on vient de vous dire, en 6 mois, arrive finalement la fin de cette première saison. Bon, on a fait des choses, hein. Mais est-ce qu'on a tout fini ce qu'on avait dit qu'on ferait ? Non. Ouais, il y a un indice sur la photo. Et donc, premier apprentissage, quelque part par rapport à cette première saison de transformation. Il faut savoir respecter le rythme, le biorhythme finalement de l'écosystème dans lequel on est.
Bon, le biorhythme de la RATP, effectivement, hein, on n'est pas dans une start-up, hein, comme vous l'avez dit, c'est plutôt 70 000 personnes, un groupe mondial, plein de process. Bon, en fait, ça ne va pas très très vite. Donc nos belles ambitions qu'on s'était dit, avec comment est-ce qu'on voulait le faire, les coachs, tout ça, très bien. Ouais, bon, on a démarré, on a lancé, on est loin d'avoir terminé. Donc là, quand même, un petit moment d'autoflagellation sur nous-mêmes en disant, on a peut-être été un peu trop ambitieux, qu'est-ce qu'on fait pour mieux, quelque part, se restreindre sur la suite? Et du coup, je te rends la parole sur les OKR. Ouais. On le répète, on a été rapidement sursollicité et on a essayé de bien faire. Et en étant sursollicité et en essayant de bien faire, on a oublié un des principes de base de l'agilité qui est prioriser et se concentrer sur ce qui délivre le plus de valeur. Dans notre cas, le plus d'impact au service de la transformation. Donc, grand brainstorming entre coachs, et il s'avère que dans l'équipe, et je ne suis pas la seule, il y a des personnes qui ont déjà utilisé des OKR dans d'autres contextes, avec des jolis succès. Et du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas expérimenter? Ça marche dans d'autres contextes, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour nous? Donc, ces OKR, on s'en est doté pour les utiliser en priorité comme outil de priorisation. À savoir, dans la masse de demandes, de chantiers, de travaux, d'initiatives, parce que même nous, au niveau de l'équipe, on était très créatifs sur des choses qu'on avait trouvées importantes à faire et qu'il fallait qu'on fasse. Comment faire le tri? Comment faire en sorte de ne pas se disperser, sachant qu'on est une petite équipe? On est 7 coachs, un peu plus, c'est pas très gros. Donc comment faire pour faire avancer les choses de façon concrète quand les moyens nous permettent pas de tout traiter? Donc on se dit, les OKR. OK. Donc session de brainstorming, et on a identifié, on a fait émerger 3 OKR qui s'ancrent en fait dans le manifeste de la transformation. À savoir, à date, par rapport à cette vision cible, quels sont les sujets qui, d'après nous, avec la connaissance qu'on a acquis de notre écosystème, quels sont les sujets qu'il fallait qu'on fasse avancer en priorité? Et on en a sélectionné 3. Alors, je ne vous lirai pas les détails, on va juste partager la partie ambition. Le premier point, c'était un sujet autour du leadership. Clairement, il nous paraissait essentiel de développer le leadership à tous les niveaux. Donc au niveau des managers, bien évidemment, mais ça c'était facile à identifier, mais aussi au niveau des équipes, de façon à ce qu'il y ait un maillage et que le leader ne soit pas forcément le manager officiel. Le second point, c'était tout simplement de donner envie, parce qu'on générait beaucoup de curiosité, et on s'est aperçu aussi qu'il y avait pas mal d'idées préconçues sur ce qu'est l'agilité et ce qu'on pouvait amener. Donc on voulait vraiment donner envie aux gens de se lancer avec nous dans ces expérimentations, de travailler différemment. Et là encore, au niveau des projets IT, mais pas que. Notre cible, c'est l'ensemble du groupe. Et le troisième point, alors je vous dis qu'on était très sollicités, c'est vrai, mais ce qui peut être un peu bizarre, c'est qu'on était surtout très sollicités par quelques entités. Et que finalement, au sein du groupe, il y avait plein d'autres entités qui ignoraient complètement notre existence. Donc on s'est aussi du coup donné comme objectif de développer notre notoriété en interne, mais pas que, d'où la présence en conférence. À partir de ces éléments-là, on a commencé à vraiment essayer, en fonction de ces axes-là, de sélectionner les initiatives et les demandes d'accompagnement qui nous paraissaient nous permettre de faire avancer ces objectifs. Et on s'est aussi attaché à essayer de mesurer l'impact de nos actions. Et ça, c'est compliqué, on y reviendra. Et là encore, à partir de ces expérimentations, avoir un système de capitalisation en continu. On fonctionne de façon itérative, en saison. Capitalisons sur les apprentissages de la saison en cours pour préparer la suite. Et arrive la fin de la 2e saison. Donc on s'est appliqué à nous-mêmes ce qu'on prône par ailleurs. Donc on a utilisé des OKR qu'on activait aussi dans d'autres endroits de l'entreprise. Et puis pour tous ceux qui ont pu expérimenter la méthode OKR, on s'est retrouvé confronté à une première difficulté, c'est qu'effectivement on veut pouvoir mesurer les impacts, on veut pouvoir mesurer ses progrès aussi au fil de la saison. Et en fait, pour ça il faut des données. Et si on n'a pas trop de données, en fait on ne peut pas mesurer. Et donc finalement on s'est heurté à ces difficultés qui est finalement, si on ne peut pas mesurer, est-ce qu'on est réellement impactant et est-ce qu'on va réellement dans la direction, est-ce qu'on respecte la boussole finalement qu'on s'était fixée au début.
Donc finalement, cette obsession de la mesure et surtout de la mesure régulière, on ne l'avait pas assez prise en compte finalement dans cette deuxième saison. Et c'était notre principal apprentissage finalement sur cette itération. Du coup, on a enchaîné sur une troisième saison qui est encore en cours. Là, on s'est dit, la clé, c'est pas prioriser, c'est piloter. Donc, on a revu légèrement nos OKR. On a gardé la partie développer le leadership et on s'en a mis un autre sur développer l'appropriation finalement de l'agilité dans le groupe RATP. Et surtout, ce qu'on cherchait à faire cette fois, c'était plus finalement de sélectionner les bons accompagnements qui nous permettaient finalement d'activer, d'opérationnaliser cette ambition. C'était de les provoquer. Et donc, aller chercher des endroits, aller chercher des équipes où on était convaincu qu'on avait une belle marge de progrès qui nous permettrait du coup de faire avancer la transformation agile. Donc, c'est une approche un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on ne subit plus finalement les demandes qui viennent à nous, mais on va les provoquer, on va chercher les gens pour dire voilà, moi je veux poser un cadre de contractualisation agile, je vais aller repérer des équipes qui sont justement dans ce contexte-là, et en tout cas qui sont dans une phase de contractualisation et sur lesquelles moi je suis convaincue qu'avec l'agile, on peut leur apporter des solutions et des accélérateurs. Et donc c'était une approche un petit peu différente finalement pour cette troisième saison. Cette troisième saison, elle est encore en cours, donc c'est là où on en est aujourd'hui. On va la terminer là sur le mois d'octobre. Mais néanmoins, on a déjà, on va dire, quelques bonnes pratiques qu'on a pu repérer. Alors en termes de transformation agile, ce qu'on veut partager avec vous, c'est que nous ne sommes qu'au début du chemin. Une transformation agile, ça se compte en années pour pouvoir vraiment bien l'activer au sein d'une entreprise et notamment dans un groupe aussi conséquent que celui que la RATP. Donc il va y avoir d'autres saisons qui vont s'en suivre et on va regarder ce rythme-là. Dans les bonnes pratiques qu'on a notées dans notre approche, c'est que, alors nous, la méthode OKR, elle nous plaît bien. On a ce problème de data et de mesure qu'on va tenter de solutionner là sur du coup notre prochaine itération. Mais néanmoins, ce qui est bien, c'est que ça nous permet en tout cas de valider nos ambitions, de valider notre boussole avec les sponsors de la transformation agile. C'est toujours important de connecter la transformation agile à la transformation de l'entité dans laquelle vous êtes. Le groupe RATP, il est en pleine transformation pour tout un tas de bonnes raisons, l'ouverture à la concurrence, etc. C'est important finalement que la transformation agile serve cet objectif-là et on tâche de le valider toujours avec nos sponsors. Anne l'a évoqué aussi, la démonstration régulière finalement de ce que l'on fait, de nos résultats, de nos impacts, de nos progrès, c'est quelque chose de clé aussi pour nous. Donc on tâche de le faire, alors aussi bien avec les sponsors, mais aussi vers le grand public interne. On a créé des tribunes, des moments, des endroits, des webinaires, des animations en présentiel où on peut parler de l'agilité et des impacts concrets qu'on a sur les agents du groupe RATP et sur finalement les indicateurs et l'ambition qu'on s'était donnée. Et je vous l'ai dit, du coup, effectivement, on ajuste toujours finalement nos ambitions à l'évolution de la politique du groupe. Il y a typiquement des enjeux qui montent très fort en ce moment au sein du groupe RATP, et c'est des enjeux qui collent plutôt bien d'ailleurs quelque part à la raison d'être dans l'entreprise. C'est tout ce qui est autour du développement durable, du numérique responsable, etc. La RATP, effectivement, nous décarboner les transports du quotidien des Français, c'est juste la base de notre métier. Et donc, quelque part, que la DSI soit le reflet de tout ça, ça nous semble important. Et donc dans cette optique-là, sur la saison 4, qui va arriver du coup d'ici un mois, on a intégré un nouveau coach dans l'équipe qui n'est pas un coach agile. C'est un coach conception responsable. Et dans l'idée vraiment de coupler cette fois les accompagnements que l'on opère, partout là où on veut déployer de l'agile, on va aussi tâcher finalement de faire avancer ces enjeux RSE, ces enjeux de conception responsable, d'accessibilité, etc., dans toutes les équipes finalement que nous allons accompagner avec le programme de transfo. Donc ça fait partie justement des adaptations que l'on a. Il faut que je termine très vite, me dit-on. Nos apprentissages, en synthèse, le petit takeaway. Donc on vous l'a dit, respecter le biorhythme quelque part de l'entité dans laquelle vous êtes, c'est important. Un grand groupe a en général un rythme un peu plus lent qu'une start-up. C'est pas une règle absolue, mais on va dire que c'est quand même plutôt pas mal. Préoccupez-vous très très tôt finalement des données et donc des mesures que vous allez pouvoir opérer finalement sur vos actions et sur vos transformations. On en a mis d'autres en vrac. Identifier les bonnes ambitions. Alors oui, on a bien brainstormé entre coachs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi toujours céder finalement des sponsors. Toujours privilégier l'impact par rapport aux moyens. Un truc facile quand on fait une transformation agile, c'est déployer des formations et super, je suis contente, j'ai formé 100, 200, 500 collaborateurs à l'agilité. Sauf que vous avez tous fait des formations. C'est pas parce qu'on fait une formation que demain, on va réellement faire ce qu'on a dit en formation. Donc un indicateur basé sur le nombre de personnes formées, malheureusement, c'est du moyen et ce n'est pas de l'impact. Donc ce n'est pas ça qu'on cherche.
Ne pas céder aux sirènes des accompagnements faciles. Quand on arrive en tant que coach agile dans une boîte, effectivement, il y a plein de personnes bien intentionnées qui viennent vous voir et votre objectif, c'est pas de leur faire plaisir, c'est vraiment de réfléchir à est-ce que finalement accompagner cette équipe, cette personne, est-ce que c'est ça qui va vraiment servir l'ambition dont on s'est doté au niveau du groupe RATP. Et donc installer dès le départ le dispositif de suivi pour être en mesure justement de poser ces bonnes questions. Et alors une dernière, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Quand on a une équipe de coachs comme moi autour de moi, alors ils ont plein de bonnes idées, puis ils vous coachent un peu tous en fait. Et ils ont tous envie de déployer leur outil favori, leur framework, leur machin, leur truc. Conclusion de quelques séances de brainstorming avec les coachs, trop d'outils tue l'outil. Donc l'impact mapping, embarqué dans l'OKR, embarqué dans la vision, le machin, le truc, à un moment c'est trop. Enfin, il faut juste se dire, on n'a peut-être pas besoin d'outils trop complexes de facilitation pour réfléchir. Des fois, les idées, on les a tout de suite. Et le framework OKR, pour nous, il est assez complet pour ça. Alors, ce n'est pas encore fini. Vous l'avez compris, tout ce qui est partage, capitalisation, c'est des choses qui nous parlent. C'est un peu dans notre ADN. Donc, on ne voulait pas terminer cette session avant de vous partager au moins nos lectures favorites. Le livre qu'on vous conseille vraiment en priorité, c'est Radical Focus. Donc, alors beaucoup de ces livres sont en anglais et pas traduits en français. C'est celui-là en fait qui a eu le coup de cœur de l'équipe. On vous a mis d'autres références classiques liées aux OKR. Et je vais faire un petit focus vers un livre très récent en français qui s'appelle La boîte à outils de la méthode OKR, donc qui a été écrit par Laurent Morisseau, qui est présent sur cette conférence. Et du coup, on vous invite cordialement, si vous êtes intéressé par les OKR, à aller assister à la conférence de Laurent. Et là, c'est terminé. Alors, j'espère qu'on a un tout petit peu de temps pour d'éventuelles questions. Oui, on va commencer par une première question qui vient de Niort. Les OKR ne doivent-ils pas justement être ambitieux ? Tu réponds ? Ouais. Oui, Okay. alors oui, évidemment, les OKR, c'est forcément ambitieux. Pour ceux qui ont suivi la conférence d'Anne l'année dernière sur les OKR, un OKR, il doit forcément vous titiller un petit peu, vous sortir de votre zone de confort. Si c'est juste faire ce que vous avez prévu de faire et continuer à faire votre boulot comme avant, c'est pas un OKR, c'est peut-être éventuellement un objectif, mais encore un objectif aussi, on dit souvent qu'il doit être smart. Donc oui, un OKR, il doit vous titiller, vous faire sortir finalement de votre trajectoire initiale, essayer de vous tirer, de vous transformer, d'aller un petit peu plus loin. Tout est question de dosage, vous trouvez le bon niveau d'ambition effectivement par rapport à la réalité. Il ne faut pas que ce soit non plus démotivant dans l'ambition si on arrive à rien finir. Merci beaucoup. Y a-t-il une question dans la salle ? Si oui, levez la main, je viendrai vers vous. Oui. Du coup, vous aviez dit que vous aviez développé le leadership. Je suis intéressée de savoir rapidement comment et surtout comment vous l'avez mesuré en fait, surtout au niveau des équipes. Merci. Alors sur le leadership, il y a deux choses. Alors déjà, il y a le leadership au niveau des managers et puis le leadership aussi de toutes les équipes, de tous les agents finalement du groupe RATP. Sur la partie manager, il existe déjà un programme d'excellence managériale au sein du groupe RATP. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est inscrit dans le sillage finalement de ce programme-là et on est allé fournir, enrichir quelque part tout ce programme avec tout ce qu'on peut faire en termes d'agilité. Donc concrètement, on a enrichi leur dispositif de formation, on a déployé une offre de coaching auprès de certains managers, etc. Mais on s'est vraiment inscrit dans le sillage du programme d'excellence managériale. On ne va pas réinventer la poudre, il existe déjà quelque chose, on prend l'inspiration et comme ça on est plus efficace ensemble. Après, sur le leadership des équipes, effectivement, ce n'était pas évident de trouver des mesures qui fassent sens par rapport à ça. Comment est-ce que je mesure qu'une équipe fait preuve d'un peu plus de décision à son niveau plutôt que de tout remonter finalement à la strate managériale, ce qui était un peu le réflexe effectivement à la RATP. On avait essayé de mettre certains KR dessus, sur les prises de décision, les prises d'initiative. Par exemple, on a ouvert une instance sur des webinaires internes. Donc toutes les semaines, on a un webinaire interne où on parle d'agilité, de tech, etc. On s'était dit, est-ce qu'on peut tout simplement mesurer les initiatives qui viennent du grand public interne versus celles qui sont poussées par nous, équipe de transfo. Et pour nous, c'est un premier indicateur est-ce qu'on a des agents RATP qui se saisissent de cette fenêtre d'ouverture qu'on leur propose en webinaire pour venir partager un retour d'expérience, présenter un sujet qui leur tient à cœur.
C'est un exemple, j'en aurai d'autres à citer, mais c'est effectivement c'est difficile d'avoir un indicateur global. Tu vas avoir tendance à focuser sur des petits éléments en priant que ce thermomètre-là soit le bon. Alors, je vais faire un complément très rapide. On regarde aussi ce qui se passe au niveau des équipes qu'on accompagne. Et il y a quelque chose qui est extrêmement simple à mettre en place et à suivre. C'est ce qui se passe au niveau des rétrospectives. Un indicateur flagrant d'un niveau de leadership extrêmement bas, c'est quand dans l'équipe, au niveau de la rétrospective, vous avez juste une ou deux personnes qui prennent la parole et que vous sentez qu'en fait tout le monde est en attente de la décision du chef ou du focus amené par le chef. Toujours sur les rétrospectives, quelque chose pour le coup qui est aussi facile à mesurer, c'est au niveau des actions. Qui sont les personnes qui proposent des actions ? Qui sont les personnes qui s'emparent des actions et font en sorte que ça avance, sans que le chef distribue le travail ? Alors, la difficulté, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut agréger au niveau d'une entité, mais pour regarder localement l'évolution du leadership et quelque part la montée en responsabilité au sein d'une équipe, c'est factuel, c'est extrêmement simple. Et ça, quand dans l'équipe, vous avez quelqu'un qui est d'extérieur, qui regarde, justement, c'est au niveau des dynamiques d'équipe, les mécaniques de prise de décision, et qui fait quoi, qui fait avancer les choses, et est-ce qu'on a besoin d'ordonner formellement que machin traite la tâche numéro 48, c'est des choses qui sont observables, c'est du factuel. Donc c'est un indicateur partiel, mais parce que c'est observable et factuel, c'est un indicateur que nous, derrière, on sait utiliser. Mais là, on va le mesurer, on va monitorer l'évolution au sein d'une équipe. Alors ça peut être un projet, mais ça peut être aussi une équipe au sens organisationnel du terme. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à tous. Je suis désolée, malheureusement, on ne peut pas aller vers plus de questions-réponses parce que la journée ne fait que commencer. Il y a encore quelques questions sur le klaxon. Je vous invite à regarder, chères speakers. Et pour ceux qui ont encore des questions dans la salle, je vous invite à les harceler pour avoir des bonnes réponses. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre le QR code pour avoir un petit retour. Et je vous invite à aller à votre prochaine session. Encore merci à vous tous. Et merci à vous.